tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et on remercie Martin et toute l'équipe de la Fondation Luma de nous avoir en fait invités à proposer un projet qu'on avait expérimenté déjà l'année dernière au Cameroun avec une dizaine de chercheurs sous l'invitation de Jean-Pierre Bicolo. Comment en fait reconnecter en fait le passé du présent au futur, vivant dans un pays où en fait je pourrais dire où le présent dépasse en fait la fiction, où le présent dépasse le quotidien des Camerounais qui quelque part un présent qui qui dépasse réellement cette réalité. Et c'est pour ça aussi qu'on avait, il était important par rapport à ce projet Funban is Wakanda, d'aller fouiller dans le passé, de faire aussi, d'invoquer les invisibles pour nous éclairer. Et ce passé, en fait, nous projette, pour nous en tout cas, dans le futur. Ce passé est notre futur. Ne perdons pas de vue le fait que nous vivons toujours le futur de quelqu'un. Notre vie actuelle d'homme libre est le futur qui hantait nos ancêtres esclaves et colonisés. Et quel futur nous hante alors nous aujourd'hui? Celui d'acheter une voiture, de construire une maison, d'aller en Europe, ou celui d'être riche? J'ai l'impression que le capitalisme et le consumérisme nous ont été détournés. Détournés d'un véritable projet du futur. N'y a-t-il vraiment pas d'autre futur auquel nous pouvons rêver? Même si nous obtenons ces objets de désir, qu'est-ce qui nous donnerait une raison d'en être satisfait? Nous vivons la hantise des pauvres qui rêvent d'un futur de l'avoir au lieu d'un futur de l'être. Nous sommes devenus pauvres, quelle que soit notre richesse immatérielle, et nous l'avons acceptée. Acceptée. Nous sommes donc hantés par un futur de rattrapage, puisqu'il faut rattraper l'Occident. Un futur de manquement, puisqu'il nous manquera toujours quelque chose que nous n'obtiendrons jamais. Nous sommes aussi hantés par un futur du dernier, qui doit passer sa vie à courir après les autres. Sous prétexte de nécessité, tous ces futurs sont aliénants, car ils nous font revenir et nous font rêver de devenir un jour l'autre, et nous poussent à abandonner notre identité. Comme le dit le penseur Joseph Tonda, nous vivons ainsi nos vies dans le rêve d'un autre. Ce qui voudrait dire que nous sommes aux oubliés en route vers le futur. Le futur a la particularité d'orienter la société et, dans notre cas, le futur qui structure actuellement nos sociétés africaines modernes nous détourne des luttes qui nous permettraient à la génération suivante de vivre un futur débarrassé des entraves que nous vivons aujourd'hui. Nos ancêtres auraient eux aussi pu accepter l'esclavage et la colonisation, comme nous acceptons aujourd'hui l'inacceptable, et ainsi vivre sans futur. En renonçant à produire un futur et nous contentant de gérer l'espace présent, nous avons interrompu le processus d'amélioration de notre condition et de ceux qui viendront après nous. Alors, Funban is Wakanda, Jean-Pierre, ce projet que tu as initié, et quand j'ai reçu en fait cette missile, cette espèce de script, je dirais, qui n'était pas vraiment un script, mais en même temps, on a une envie de collaborer collectivement et de repenser en fait le futur du Cameroun ensemble. Est-ce que tu peux dire quelques mots par rapport à ça, avant qu'on lance
Bonjour. vidéo. Je suis heureux de pouvoir parler de Fumban is Wakanda ici. Fumban is Wakanda est venu un peu de l'idée de répondre au film Black Panthers. C'est-à-dire que l'Afrique est le sujet de beaucoup de projets, donc Black Panthers. La science-fiction, très souvent, est remise, l'idée de la spéculation est remise entre les mains de cinéastes. Je ne sais pas toujours s'ils sont les meilleures personnes pour parler du futur, mais c'est eux finalement qui nous disent ce qui va advenir et comment sera le monde demain. Et en tant que cinéaste, c'était important de répondre en fait au film Black Panthers. Non seulement parce que c'était un succès populaire, mais parce qu'il influence et a influencé toute une jeunesse africaine, afro-descendante partout. Et je pense que cette réponse était attendue. Donc l'idée de vous inviter, d'inviter plusieurs personnes donc, dans différents domaines, des architectes, des ingénieurs, des enseignants et des cinéastes, des artistes, à répondre au film Black Panthers était en fait, disons, l'idée de départ du projet. On va regarder une vidéo.
Alors, dans cette vidéo, on voit une télé, on voit des portables pendant le couronnement du nouveau roi. Peut-on dire que le projet Funban is Wakanda représente un futur qui rencontre le passé dans le présent? Tout à fait, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Effectivement, cette cérémonie a eu lieu, je crois, l'année dernière. On y était, hein, et c'était la sortie du nouveau roi. On ne savait pas qui allait être le nouveau roi. Et ce qui est impressionnant, c'est que nous sommes en 2021 et nous sommes dans une république, parce que le Cameroun est censé être une république, et que nous voyons donc la puissance d'un jeune roi qui n'a rien à voir avec la république, puisque le royaume Bamoun date du XIVe siècle, en fait. Donc, et ce qui est important, c'est que quand nous voyons un peu comment se déploie tout ce qui se passe autour de la culture chez nous, on se dit, nous avons dans ces images, dans un résumé du passé, du futur et du présent. Hein, et ces télés, je crois sans écran, hein, qui intègrent les masques et les autres, et les téléphones portables qui filment, c'est vrai que dans ces images, on retrouve effectivement, pour moi, ce que devrait être l'Afrique en fait aujourd'hui. C'est-à-dire? En gros, ce passé-là, c'est un peu dommage qu'il ne soit pas là. Le présent, c'est-à-dire qu'un royaume aussi efficace, dans une république qui balbutie, hein, je crois qu'en Afrique, on a, rien que l'année dernière, 3, 4 ou 5 coups d'État, ça veut dire que l'État ne fonctionne pas. Et puis, je crois que l'idée du futur, parce que bon, ça c'est le nouveau roi, hein, et, il est, je crois, le 6e ou 7e descendant du roi Njoya, dont on va parler aussi un peu. Et je crois que lui, il est administrateur civil de formation. Mais intégrer comme ça tout ce modèle traditionnel, pour moi, montre très bien que les trois peuvent cohabiter, l'avenir, le futur, le présent et le passé. Justement, dans le projet où il y a le Funban is Wakanda, donc tu dis tu pars à partir du film Wakanda, le film Black Panther fait une proposition d'un futur africain. Et du coup, qu'est-ce que tu reproches justement à ce futur africain qui est proposé dans le film Black Panthers? Tu veux qu'on regarde un extrait ou je parle directement? Peut-être, c'est peut-être mieux qu'on regarde un extrait. Donc, ok, vas-y. Is this man Wakandan or not? Khawusixelele qhubeka ntoni? Teta, Speak. I'm standing in your house, serving justice to a man who stole your vibranium and murdered your people. Justice your king couldn't deliver. I don't care that you brought Claw. Only reason I don't kill you where you stand is because I know who you are. Now, what do you want? I want the throne. Hey, you, Betuna. Y'all sitting up here comfortable. Must feel good. It's about 2 billion people all over the world that looks like us, but their lives are a lot harder. Wakanda has the tools to liberate them all. And what tools are those? Vibranium.
your weapons. Our weapons will not be used to wage war on the world. It is not our way to be judge, jury, and executioner for people who are not our own. Not your own. But didn't life start right here on this continent? So ain't all people your people? I am not king of all people. I am king of Wakanda. And it is my responsibility to make sure our people are safe and that vibranium does not fall into the hands of a person like you. Son, we have entertained the charlatan for too long. Reject his request. Oh, I ain't requesting nothing. Ask who I am. You're Eric Stevens, an American black operative, a mercenary nicknamed Killmonger. That's Bon, pour répondre à la question, Oui, je crois et que puis- la et scène puis- dont il est question, Oui, et puis en plus, comme disait aussi le penseur, c'est-à-dire nous vivons ainsi nos vies dans le rêve d'un autre. Est-ce que justement Black Panthers ne proposerait-il pas un futur qui n'est pas le futur des Africains? d'abord, si vous avez suivi l'accent, c'est un accent sud-africain, donc c'est pas du futur. Déjà. Et puis la scène, en fait, il parle du vibranium, donc je connais aucun royaume africain où les gens attendent un caillou pour les délivrer. C'est une conception complètement extérieure à la plupart de la culture africaine, qu'une pierre ou quelque chose comme ça va venir changer. Et quand vous voyez le film, d'ailleurs, je crois que les gens ne travaillent pas au Wakanda. Tu vois, ils sont là, ils attendent, ils sont riches, et puis voilà, c'est tout. Hein. Et puis, je crois qu'il y a une autre scène au début où le roi doit être le plus fort, doit être le plus musclé. C'est quand même un peu idiot, c'est-à-dire d'avoir un roi qui est juste musclé, qui bat tout le monde. Ça, si on compare rien qu'à Njoya, il a quand même un cerveau, il a inventé un alphabet, enfin bref. Donc je trouve que Black Panthers est en fait, de manière un peu évidente comme ça, le rêve africain des Afro-Américains. C'est-à-dire qu'ils rêvent peut-être d'un retour en Afrique. Donc voilà pourquoi c'est le futur, en fait. C'est-à-dire que le récit, c'est leur futur éventuellement, qui est complètement compréhensible. Mais ce qui est évident, c'est que ce n'est pas du tout le futur de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on sent très bien que c'est le futur de quelqu'un d'autre. Et voyant que l'Afrique elle-même vit depuis déjà quand même le colonialisme, le futur qui leur a été imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas le vrai futur qu'aurait l'Afrique que nous vivons actuellement. Donc je pense que ce film, parce que bon, le cinéma toujours prend beaucoup trop de place à mon avis, ce film afro-futuriste, parce qu'il se définit ainsi, nous a servi, disons, de modèle critique un peu pour justement pouvoir regarder le futur africain autrement. Comme le futur africain vient du passé, et que le passé, en tout cas pour pas mal d'Africains, c'est leur futur, on va revenir en fait au roi Njoya. Est-ce qu'avec la fin de Njoya, le rêve africain est-il remplacé par le rêve européen? Et est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu en fait du roi Njoya et de son règne? Parce que je pense qu'il y a très peu de gens dans la salle qui connaissent en fait la vie de ce roi. Ok, mais je crois que ce qui est important, effectivement, quand on a vu Black Panthers et qu'on sait que le roi Njoya a existé, je crois qu'effectivement, dire que Black Panthers est le futur, c'est un peu une insulte. Donc, le roi Njoya, et c'est le dernier, en fait, lui, il arrive très jeune au pouvoir et il perd son pouvoir parce qu'il y a un coup d'État, disons, du chef d'état-major de son père. Mais lui, il doit aller chercher la cavalerie chez des voisins à 200 km, à Bagno. Et ceux-là viennent finalement. Mais avant de venir, ils lisent un livre. Et c'est parce qu'ils ont lu, ils gagnent la guerre et ils lui permettent de reprendre son pouvoir. En plus de ça, il apprend que sa mère a été approchée par des gens qui avaient un autre livre. Donc, il se dit, mais c'est quoi ces livres qui finalement sont en train de prendre autant d'importance? Et quand il reprend donc le royaume, il décide de faire un appel au peuple. Ça s'appelle Akaoku. Donc il a appelé tout le monde, il a demandé à chacun d'amener un symbole. Et avec un autre ami à lui, ils se mettent à dessiner des signes de ce qui sera un alphabet. Il y a 4 versions de cet alphabet, et sur ce clavier, et que vous allez voir partout là.
Et certains disent d'ailleurs qu'il est beaucoup plus avancé que le chinois, que l'alphabet chinois. Bon, toujours est-il que Juan Joya crée un royaume assez moderne, avec des écoles évidemment. Son but est de créer son propre livre, donc avec justement une religion, disons, africaine, donc Bamoun. Il a une administration, il y a des actes de naissance, il y a des certificats de mariage. Quand les Allemands arrivent, ils découvrent donc ce royaume et qui les impressionne. Et leur but est de faire ce qu'ils ont appelé le Mittelafrika, c'est-à-dire que le royaume, l'empire africain, allemand en Afrique, avec pour centre Fumbani. Sauf qu'en 1916, l'Allemagne va perdre la guerre au Cameroun et c'est la France qui va prendre le relais. Au début, elle va aussi adouber ce roi, mais plus tard, elle va l'arrêter. Il va mourir en prison et le royaume sera détruit. Donc c'était un peu l'histoire du roi Njoya. Il n'a jamais pu, il était au niveau de créer comme une maison d'édition, une imprimerie, et c'est finalement à ce stade que ça s'est arrêté son projet. Mais tu ne réponds pas toujours à ma question dont je t'ai posée. Est-ce que le fait justement qu'il ait été tué, donc la fin de son règne, et qui est remplacé par le rêve européen, quelles conséquences, du coup, ça a pour les sociétés, la société camerounaise? Donc évidemment que le projet change. Le projet change, c'est-à-dire que le rêve africain, Njoya représentait un rêve africain, évidemment, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas tout ce qui s'est développé par la suite. Donc la rencontre avec l'autre, donc avec le colonisateur, change complètement le logiciel, c'est-à-dire que le rêve devient le rêve que ramène la colonisation. Et du coup, à partir de là, évidemment, on peut voir que c'est toute la société qui a été reprogrammée. Et que, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, c'est-à-dire que nous vivons effectivement le rêve ou les rêves de quelqu'un d'autre. On va peut-être rester dans ce passé colonial, si tu peux nous faire ce retour. Ah oui. Ça, c'est l'arrivée, donc, justement, les bâtiments arrivent, l'administration coloniale s'installe, et on en rêve, finalement. C'est-à-dire que tout le projet commencé par Njoya, évidemment, n'est plus le même. Je vais enfin trouver la paix. Je le sens de tout mon être. Je sens mon être qui se réveille en moi. Mon double est en train de prendre possession de mon corps. Il est temps que je me libère de cette carcasse. Ce qui est intéressant, attends, je vais juste dire quelque chose, parce que faut bien comprendre que cette rupture est brutale. C'est-à-dire que des gens qui avaient 10 000, 20 000 ans derrière eux, qui venaient de très loin, rencontrent le colonisateur et tout s'arrête. Et depuis, je crois, même pas 200 ans, tout maintenant s'est défini autour de cette rencontre. On a oublié d'où on venait, on a oublié où on pourrait aller, où on va. Et maintenant, tout se définit en termes de colonial, précolonial, postcolonial, enfin, tout l'imaginaire, toute la créativité, la littérature, tout le cinéma ne raconte que les 200 ans de la rencontre avec l'autre. Et bon, l'idée, c'est quelque part d'oublier, disons, c'est un accident, c'est un peu comme si vous êtes fauché à vélo quelque part, et puis vous oubliez d'où vous veniez, vous oubliez où vous partez, et puis toute votre vie s'installe autour de l'accident. Donc pour moi, c'est un peu en cela qu'il était important de trouver un concept qui permet d'outrepasser, disons, cet accident et du coup, disons, d'inciter la créativité
comment on va s'asseoir dans 200 ans, sans évidemment regarder comment on s'assoit en Europe, évidemment, puisque c'était tous ces modèles, comment on va manger, comment on va s'habiller. Donc c'est un champ qui s'ouvre, du moins avec le projet Fumba Wakanda, c'est d'ouvrir tout un nouveau champ nouveau, dans le design, la créativité, le cinéma, la littérature, mais en enlevant justement la rencontre avec le blanc. Parce que c'est ce qui s'est passé dans le cas concret de Njoya, où finalement tout le projet a été arrêté. Et on se dit, si ce projet continuait, qu'est-ce que ce serait devenu? Et c'est un peu justement l'intérêt même de notre projet pour nous. Bon, on va parler, peut-être si tu peux nous mettre le projet de l'Africaine dans l'espace, justement, pour aller dans ce futur. Oui, mais c'est le futur vu par l'autre, parce que nous-mêmes, on l'a intégré. C'est de se sentir chez soi. Parce que moi, je mets au défi les Africains qui sont ici, qui sont américains, qui ont la nationalité, c'est de se sentir chez soi. Vous n'êtes pas chez vous. Moi, je mets au défi. Originally and still now, tu vois, ce qui reste en moi, c'est l'Afrique. Ce qui reste l'Amérique, c'est l'Afrique. Comme les Américains. L'Amérique, ce que l'Amérique a de meilleur. J'utilise ce que l'Amérique a de meilleur. Par exemple, il y a ce terme qu'on appelle user value. Par exemple, il y a ce terme qu'on appelle moi, je ne vais pas dans l'espace, les Américains, ils te rencontrent tout de suite. Moi, je ne vais pas dans l'espace. Et surtout sur le sol africain. Pourquoi aller dans l'espace? J'ai les pieds bien sur terre. Tu vois que même les Américains, sur le sol africain, pourquoi aller dans l'espace? Tu vois que même les Américains, ils savent très bien que tout se passe ici. L'espace, plus tard. Réglons d'abord les problèmes. Très bien que tout se passe ici. Parce que nos enfants, plus tard. Réglons d'abord les problèmes. Ceux qu'ils vont mettre au monde. Parce que nos enfants. Oui, c'est un projet qu'on a fait justement pour le musée du Quai Branly. L'idée d'une Africaine dans l'espace, c'était évidemment toujours cette idée de science-fiction, d'imaginer un peu. Maintenant, aujourd'hui, avec Fumba Wakanda, évidemment, comme elle dit, ça se passe ici. Mais il y a toujours aussi cet espace de l'invisible, parce qu'au travers l'espace de l'invisible, on peut voyager autrement aussi. Avec les ancêtres, avec les anciens. Justement, ils n'ont pas ces problèmes-là. Je veux dire, si on reprend Fumban, tous ces royaumes n'avaient pas ces problèmes-là. Je crois que voyager était un petit problème. Oui, évidemment, ce qui est aussi intéressant, c'est donc de commencer un peu à imaginer ce qu'aurait été ce Fumban sans la rencontre avec le blanc, justement. Dans le futur. Parce qu'il n'est pas facile d'obtenir ce qu'on ne peut pas voir. Donc l'image précède très souvent l'existence, la création matérielle des choses. Donc, ce qui est important, c'est de commencer à produire visuellement ce futur pour qu'il puisse prendre corps. Et, j'ai presque envie de dire, c'est un peu la faiblesse, disons, des intellectuels. C'est-à-dire que finalement, les intellectuels africains ne servent pas à grand-chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu produire un futur ou quelque chose qui est au-delà du projet colonial, finalement. Pourtant, vous avez fait un film sur les ateliers de la pensée avec que des intellectuels, quand même. Donc, je regrette maintenant. Peut-être qu'on peut voir justement cet extrait de ce film.
faisait urgence, à notre sens, de tenter de mettre en place une plateforme pour faire éclore un penser ensemble dans ces tensions, mais un penser ensemble qui reprend l'initiative théorique sur des problématiques de l'heure, eux qui nous concernent en tant qu'Africains, mais qui nous concernent en tant que résidents et habitants de cette planète. Penser dans le double sens d'accomplir un acte réflexif, de prise de distance par rapport à la réalité pour mieux la déchiffrer, et on l'espère pour mieux avancer, mais penser aussi avec comme le suggérait ce matin Abdourahmane Seck, penser dans le sens de prendre soin de quelque chose qui pour nous est essentiel, parce que du destin de ceci, il y va de notre propre survie. Cette démarche est d'abord une démarche, je dirais, intellectuelle et symbolique. Le monde que nous avons en partage nous impose un certain nombre de défis, et nous pensons que ces défis, bien qu'ayant eu un prolongement pratique, doivent être d'abord pris en charge par de la réflexion, par de l'inventivité, par de la créativité. Et que probablement, contrairement à ce que l'on pourrait entendre, ce qui nous fait défaut et ce qui manque, c'est un déficit de réflexion et de prise en charge de nos problématiques. Nous avons agi dans plusieurs directions, mais peut-être était-il temps de faire une pause dans l'action et d'interroger les catégories à travers lesquelles nous agissions. Alors, les intellectuels africains ont-ils échoué en étant incapables de produire le rêve africain? Et je sais que vous avez écrit un texte qui, moi, m'a beaucoup interpellée, choquée, et en même temps, j'étais très ravie pour diverses raisons. Et dans ce texte, vous proposez la figure de l'intellectuel thérapeutique. Et je vais vous citer, justement, et prendre l'extrait de ce que vous avez écrit de ce texte, et après, on va échanger peut-être autour de ça, autour de l'intellectuel thérapeutique. Soyons honnêtes et reconnaissons que le modèle de l'intellectuel tel qu'il a été pensé en Europe, à une certaine époque, n'a rien apporté à l'Afrique. Quand on dit intellectuel, on pense à des figures françaises ou même parisiennes comme Zola, Voltaire, Rousseau, Tocqueville, Sartre, Aron, Foucault. Ces figures restent attachées à un monde, une culture et un pays qui s'est imposé à nous, Africains. Si ces figures ont à un moment donné de l'histoire de France façonné ce que la France est devenue aujourd'hui, peut-on dire autant de l'Afrique? Au fond, les Africains aujourd'hui se demandent à quoi nous a servi l'école. À manger sûrement, mais pas à créer une société africaine comme nous l'aurions souhaité. Les intellectuels font carrière, et de très belles carrières, dans nos sociétés africaines, post-colonisées, et même à l'international. Inutile de mentionner le nombre de personnalités intellectuelles prometteuses qui ont perdu leur intellectualisme dans le processus. Pourrait-il en être autrement? Oui, je crois que l'heure du bilan est là. Je crois que, oui, 60 ans d'indépendance, il y avait des excuses encore. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas. On peut regarder sur le terrain. Je crois que les peuples africains, en général, en veulent clairement à leurs intellectuels. Ils le disent, ils l'expriment. Et je crois que... bon, je ne sais pas, c'est tout comme... avec les cinéastes, je ne sais pas si, justement, l'intellectuel est le profil qu'on devrait solliciter pour penser l'Afrique. Donc, comme le film Les ateliers de la pensée, sur les ateliers de la pensée à Dakar. Je crois que Frantz Fanon était plus proche, bien qu'intellectuel, il était quand même médecin, et il était psychiatre. Donc, du coup, l'idée de la maladie, bon, maintenant, on peut la généraliser. On peut dire l'Afrique est malade, le monde est malade. Et que peut-être le médecin est beaucoup plus pratique qu'un intellectuel. C'est le professeur Moudibé qui parle de l'intellectuel sacerdotal, c'est-à-dire qui prêche comme le dimanche à l'église. Et bon, il oppose cette figure à l'intellectuel prophétique.
ceux qui ont amené des grandes idées, Marx et les autres. Mais c'est l'idée que, à côté de ces deux-là, moi, je pense que la figure de Frantz Fanon est bien au-delà de l'idée de regarder l'humanité comme une humanité malade, une humanité des gens à soigner, des gens à guérir de tous les maux. Ça peut être le fait d'être fauché, je sais pas, je dis juste guérir de tous les maux. Et je pense qu'un intellectuel qui vient faire une espèce de lecture aux Africains dans un gros français qui ne comprennent pas grand-chose, et plus la langue est complexe, plus on a l'impression qu'il est important. Mais je crois que toutes ces choses aujourd'hui devraient être, je dirais pas dénoncées, mais devraient être questionnées et puis remises en question. On va regarder peut-être... Et du coup, on va passer à cette thématique de en quoi l'afrofuturisme est une forme de résistance. Bon, c'est vrai que quand on a critiqué les intellectuels, il faut aussi peut-être commencer le travail, c'est-à-dire que commencer à repenser, à éduquer autrement, parce que qu'est-ce qu'on doit donc faire face à cette jeunesse qui, justement, est un peu en colère d'ailleurs et qui l'exprime. Mais moi, en tant que cinéaste, j'ai imaginé un peu ce truc. Bon, c'était un peu pour rire, comment enseigner le cinéma au noir. Mais voilà. Just for money. We came here tonight for our enjoyment and your own enjoyment. No matter if this is your first concert in the shrine or not, everybody say yeah, yeah. You go say yeah, yeah. Everybody say yeah, yeah. Everyone say yeah, yeah. Welcome now the shrine. Oh. I want to tell you a story about how things are. This story I want to tell you a story about how things are. Ooh, 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 ooh. One day bus come by, they pass by my side. Me I go to Calcutta Republic, 2 men inside bus. They start to shout. Oh, them say look those people. Bon, ça continue, C'est tout en cours de cinéma pour les Noirs. Et il y a le concept aussi de... tu as été en résidence, je crois, à l'université, à Duke University. Et justement, ta rencontre en fait avec Valentin Mudimbe a aussi permis de repenser l'Afrique dans le futur. J'ai fait un film sur le professeur Mudimbe. C'est un film de 4 heures, donc évidemment, je crois que ça ne passera pas ici. Mais Mudimbe, c'est un moine bénédictin depuis l'âge de 16 ans qui parle 30 langues, enfin travaille sur près de 30 langues, a fait des études avec, je crois, le pape Paul VI. Enfin bref, il a un profil assez intéressant. Il vient du Katanga, de l'Ikasi particulièrement. Il a été doyen là-bas. Mais il enseignait à l'université de Duke où j'enseignais aussi. C'était en 2004. Et donc, il a permis que je fasse un film, en fait. C'était pas simple, mais on a fait ce film-là. Et donc, il est très connu pour un livre qu'il a écrit, The Invention of Africa. L'Afrique est une invention occidentale. Et puis, évidemment, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était le concept de réinvention. Donc, c'est un extrait du film, là, qu'on va regarder. Là, les grands colonisateurs européens, bon, chacun d'entre eux avait un style. Alors qu'on vient me dire qu'il n'y a pas d'invention là-dedans, oui, et quelque part dans un texte, je dis,
Aucun Africain était présent à la conférence de Berlin. Ni les parents de Boussi, ni les parents de Joseph Kizerbo, ni mes parents. Bon, alors, cela est clair et entendu. Les Africains eux-mêmes, de leur point de vue, avoir une idée de l'Afrique, ou si c'est vraiment nécessaire ou pas. Et puis de l'autre côté aussi, s'il faut se réinventer, puisqu'il y a l'idée d'invention. Voilà, c'est un peu ça. Alors peut-être pour répondre à votre question, introduire un autre aspect des lignes. On pourrait dire, nous pouvons les réduire à trois. À trois lignes principales. Il y a accélérer parce que il va démontrer une théorie qui va durer 2 heures, donc celle qui je crois qu'il faut arrêter. Et on va peut-être, je voudrais une avant-dernière question. Est-ce que l'afrofuturisme est une solution africaine ou c'est un concept totalement obsolète? Je crois que le concept de la solution africaine a été entendu pour la première fois en Afrique du Sud. Le président Thabo Mbeki, qui était acculé par rapport à la question du sida, où il ne faisait rien, et il a dit « Ah, nous voulons une solution africaine ». Bon, évidemment, tout le monde lui a reproché « Oui, c'est bien beau, mais là, on a un problème, comment on fait ?» Donc, il y a un grand mythe autour de la solution africaine. Mais pendant le Covid, par exemple, on a eu une situation au Cameroun. Moi, j'étais au Cameroun à ce moment-là. Pour la première fois, les Européens et les Américains mouraient. Et nous, on est habitués à ce qu'ils trouvent des solutions à tout. Mais comme ils mouraient, on s'est dit, merde, qu'est-ce qu'on va faire puisqu'eux ne vont pas trouver de solution? On est donc allé chercher des archives africaines traditionnelles, comment on faisait. Et beaucoup de solutions sont sorties de là. Les gens ont commencé à se soigner localement en trouvant des écorces, etc. Donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que la solution africaine est oubliée. Vous savez, l'Afrique a tellement de problèmes, mais toutes les solutions sont occidentales. C'est-à-dire que tous les problèmes, vous allez voir chaque fois une solution occidentale qui est amenée. Et quand bien même il y aurait une solution locale, elle n'a pas d'argent, donc elle n'est pas financée. Donc du coup, elle disparaît et puis c'est la solution. Donc en gros, la question de la solution africaine, le concept Fumba Is Wakanda l'intègre totalement et voudrait justement voir que les solutions africaines à certains problèmes soient beaucoup plus trouvées, quoi. Et on va terminer avec une dernière question. Comme on est un petit peu en retard. Quels sont les chantiers de demain que l'afrofuturisme doit embrasser et quel est ce futur-là? L'extrait du film qui est là, en fait, était une espèce de... j'ai essayé de faire un film afrofuturiste qui ne tient pas compte ou qui évite au maximum de, disons, le monde judéo-chrétien totalement centré sur une vision, disons, judéo-chrétienne du monde. Dans ce film Naked Reality, en fait, on imagine, comme les Africains, que la malchance est comme une grippe. La malchance est comme si on a juste un peu de fièvre, il suffit de prendre du paracétamol et c'est réglé. Donc, l'idée, c'était de commencer à creuser ces pistes-là et les développer. Donc, évidemment, c'est le cinéma qui est le médium que nous avons là pour nous. Mais ce qui est important, c'est de voir que le futur sera là, surtout pour les jeunes, et qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas résolues et qui ne sont pas discutées. Et l'afrofuturisme, à mon avis, devrait s'en saisir. Par exemple, la question de la diaspora. Moi, j'ai fait un film en Colombie. J'ai été voir nos frères noirs de Colombie. Ils sont là-bas depuis 500 ans, c'est les premiers esclaves. On dit que d'ailleurs, c'est eux qui ont creusé tout l'or qui se trouve au château de Versailles. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ils viennent me voir, ah, on voudrait nos noms. Je ne sais pas comment on retrouve les noms, parce qu'ils tous s'appellent Perea ou Mosquera, bon, voilà. Tout un village, c'est 2 noms, quoi. Puis, ils te posent des questions, parce qu'ils parlent une langue un peu, le palenquero, je ne sais pas ce que c'est pas vraiment une langue africaine, mais ils te disent c'est la résistance. Donc 500 ans plus tard, la résistance. Moi, je trouve que c'est des questions
que l'afrofuturisme devrait embrasser. C'est-à-dire que est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'il y a eu cette séparation? Est-ce qu'on laisse tomber? L'autre question, c'est les matières premières. Je crois qu'on parle du vibranium dans le film Black Panthers. Je crois que tous nos téléphones ont des coltan qui viennent du Congo et toutes les voitures auront du cobalt, je crois, qui viendra aussi du Congo. Et puis, il y a la guerre là-bas, et puis tout le monde prend, Apple a son truc, l'autre a son truc. Et est-ce qu'on va laisser aussi comme ça? C'est-à-dire que ces choses-là sont... L'afrofuturisme devrait embrasser des questions qui sont là, qui devraient... Bon. Et enfin, c'est l'idée de l'État-nation africain. Donc, comme je disais, il y a 2-3 ans, il y a eu 5 coups d'État. Ça veut dire que la question de l'État-nation africain n'est pas réglée. Bon, oui, colonisé, indépendant, pseudo-indépendant, puis bon, quand même... on met des marionnettes, eux-mêmes sont là, ils jouent le jeu, voilà. Bon. Donc, et les peuples sont là, souffrent, meurent à la nage pour venir en Europe. Bon, bref, est-ce qu'on va laisser ça comme ça? Donc, mon idée, l'afrofuturisme, c'est aussi un espace interdit aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de penser au futur. Moi, j'ai fait un film au Cameroun qui a été interdit parce que j'ai imaginé que le président, qui a 90 ans, pouvait mourir. Ce n'est pas de la science-fiction. Imaginez qu'un homme de 90 ans peut mourir. Mais, évidemment, le film a été interdit, et puis bon, donc, c'était un afrofuturisme soft. C'est-à-dire que le futur est tellement là, mais... Donc, en fait, l'idée du futur, c'est un espace interdit. C'est un espace, on n'a pas le droit d'aller là-bas, en fait. Et tu demandais si c'est une forme de résistance. Oui, mais je pense que les choses doivent évoluer et qu'il faut bien trouver un concept qui embrasse toutes ces thématiques. Une fois de plus, je ne sais pas si le cinéaste est le mieux placé pour ça, mais l'idée, c'est qu'il faut embrasser tout ça. On est un peu fatigué des questions coloniales, postcoloniales. Bon, beaucoup de gens ne se retrouvent pas dedans. L'idée, c'est comment on avance. Et le futurisme avance, naturellement, c'est le futur. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, comment, tout en étant cinéaste, d'ailleurs, je me fais appeler cinéaste sans caméra, parce que tout le monde a une caméra maintenant, je crois que vous tous avez une caméra. Donc du coup, ce n'est pas tant la caméra qui fait le cinéaste maintenant, ce sera peut-être autre chose. Et peut-être que, justement, avec l'afrofuturisme, on va créer ce cinéma-là. Donc voilà un peu, disons... ce que j'aurais pu dire, tu vois, comme ça, pour les défis, disons les chantiers de l'afrofuturisme. Il y a la fiche derrière. Oui. Il n'y a pas la photo? Si. Voilà. Donc, il y a une banderole derrière, donc on l'a transportée depuis le Cameroun, et vous pouvez voir aussi, parce qu'il ne s'agit pas de venir parler à Arles et puis de rentrer, alors que là-bas, sur place, c'est là-bas que les choses doivent changer, et qu'on s'est dit, voilà, sur place, on commence à amener le débat sur le terrain, et on n'a pas filmé le gouverneur ou le maire, parce que bon, c'était interdit de le filmer, mais lui a trouvé que notre question était totalement conne. Et que... Déplacé même. Oui, il trouve que ça n'a aucun sens. Hein. Et l'idée, c'était aussi un peu de provoquer. C'était une foire d'artistes. De commencer à susciter que, mais alors si le blanc n'était pas là, qu'est-ce que vous aurez fait? Et ce n'est pas un hasard si l'autorité administrative a trouvé que la question n'avait pas sa place. Voilà. Je vous remercie. Merci. Bon, un grand merci à vous deux. C'était vraiment un échange qui était très, très riche et très passionnant. On a eu énormément de choses défiler, notamment sur cette articulation entre un passé et un futur à advenir. On peut encore on va prendre quelques questions parce que je suis sûr que ça a dû stimuler beaucoup d'activités. Est-ce qu'on a des questions que les gens veulent poser? Oui, madame. Moi, je voulais demander le texte que vous avez lu en introduction, disant que c'est pas, voilà, on rêve de quelque chose qui n'est pas notre rêve. Est-ce qu'on pourrait l'avoir? Parce que moi, j'ai complètement entendu et je trouve formidable votre intervention. Mais en Occident aussi, il y a beaucoup de gens qui sont en train de dire, mais on nous a refilé du rêve qui n'est pas le nôtre. Et je trouve que tous les éléments que vous avez lus, moi, j'aimerais avoir ce texte-là. Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'on peut le trouver quelque part? Oui. Eh bien, merci. Ouais. Et, après, c'est évidemment, oui, des gens qui parlent d'un rêve qu'on leur a refilé qui ne serait pas le leur, mais là, il y a quand même une question qui est, en termes de rapport de force, qui est absolument pas comparable en termes justement d'insertion à
à la seringue. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Alors moi, je vais en profiter pour en poser une. C'est que quand même, ce qui était intéressant dans cette conférence, c'est que moi, je savais que vous alliez faire une critique de l'afrofuturisme comme il est présenté dans Fumba is Wakanda. Ça, je m'y attendais. Mais je ne pensais pas que les intellectuels africains qui travaillent tellement à essayer de reformuler la question s'en prendraient quand même autant quelque part. Parce que je vois ça d'un œil situé en Europe, à Arles. Et donc, j'en parlerai avec toute humilité. Mais il y a quand même une vraie énergie à essayer de repenser justement ce que c'est les enjeux du futur depuis le continent. Et là, on avait des extraits des ateliers de la pensée de Dakar qui a quand même... En tout cas, je n'y ai jamais été, contrairement à vous deux. Je sais que vous y avez été régulièrement. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sévérité excessive par rapport à cette volonté d'essayer de créer un futur qui pourrait advenir ? Moi, je pense qu'il y a une vidéo que nous avons qui va répondre très bien à cette question. C'est celle de la jeune qui parle, en fait. Je ne sais pas si on peut la retrouver. Je ne sais pas. On va essayer de la retrouver. Et en attendant, on va... Voilà, donc tu as la télécommande ou qui est là Et pendant ce temps-là, peut-être... Parce qu'en fait, voilà. Il faut reculer. Il faut montrer la vidéo. Non, c'est pas là. Donc, en fait, ce qui est important, encore. Le clavier est un peu compliqué donc, à utiliser. Voilà. Donc il est d'un autre... encore avant. Voilà, c'est ça. Joue ça déjà, je crois que... Non, avant. Le noir, là, oui, c'est bon, joue. Voilà. Je pense que c'est la meilleure réponse. Aux intellectuels. Moi, fruit de la colonisation, j'ai besoin de rééducation. Car la langue que je parle n'est pas la mienne. Les vêtements que je porte n'ont pas été faits pour moi. Et parfois même les cheveux sur ma tête ne sont pas les miens. Moi, fruit de la colonisation, j'ai besoin de rééducation. Alors apprenez-moi. Apprenez-moi à être moi. Initiez-moi à ce qui caractérise les gens de chez moi. Enracinez-moi. Dites-moi comment vivent les miens. Avant de conquérir le monde. Je dois savoir d'où je viens. On m'a initié à la religion et non à la tradition. Je ne connais rien de la fête du Macabo. Moi, ce que je fête, c'est l'Assomption. J'ai appris les citations en lieu et place des dictons. La culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais comment se souvenir de ce que la mémoire n'a jamais conservé? Apprenez-moi à être moi. Initiez-moi à ce qui caractérise les gens de... Moi, je suis au Cameroun, donc, depuis le Corona. Le Corona, c'est devenu comme avant Jésus et après Jésus. Donc, moi, avant le Corona, donc, je n'étais pas là, mais après le Corona, j'étais là. Comme on dit dimanche matin, il fallait bien que ça vienne. Il fallait que ça... Et donc, nous recevons, donc, parce que cette slameuse à 25 ans, j'ai créé un petit espace culturel où les jeunes viennent s'exprimer. Et voilà, donc, elle nous a sorti ce texte. Et moi, je crois qu'il interroge les intellectuels aussi. Que si une jeune de 25 ans vous dit... voilà, apprenez-moi à être moi, voilà. Vous faites vos ateliers de la pensée à Dakar pour qui? Donc pour moi, c'est un peu, le temps de faire un peu le bilan, quoi. Et puis évidemment, moi je crois qu'ils sont plus sévères les jeunes que nous ici, et ils l'expriment. Et puis on voit bien qu'il n'y a aucune transformation, il n'y a aucune idée. Et je pense que ce soit très dur. Il n'y a aucune idée, je ne vais pas les citer, d'un intellectuel connu qui est véhiculé à Yaoundé, par exemple, où j'habite. Même dans les milieux universitaires. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment ces idées se retrouvent déployées dans le magma du quotidien, de la survie, de la corruption, de la dictature et tout ça, on ne voit pas. Et c'est pour ça que c'est normal de faire un bilan, pour qu'au moins qu'on ne continue pas avec... disons, cette illusion, en fait. En tout cas, Jean-Pierre et Pascal, vous aviez dit que vous vouliez retravailler un peu le format de la conférence pour ne pas être comme le sachant qui nous fusille avec son savoir, et je crois que vous avez ouvert énormément de
de questions et de vibrations, justement, entre tous ces futurs possibles qui sont voilà, avec un présent qui doit se saisir pour faire advenir d'autres futurs. Merci encore, merci beaucoup pour cette intervention. Merci. Bon, merci, félicitations.